Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Quel commentaire faites-vous sur la crise sanitaire planétaire? Je n'ai pas meilleur commentaire que ceux qui sont faits par les spécialistes. Et c'est une crise qui a surpris tout le monde. C'est une crise qui a défié la science. C'est une crise qui a bousculé les habitudes. C'est une crise qui nous impose d'autres comportements. Mais le plus important, ce n'est pas de se plaindre des effets de la crise. Le plus important, c'est de savoir transformer les défis en opportunités. Les crises sont révélatrices des grands hommes, de grandes politiques, de grandes idées. Les crises sont transformatrices d'habitudes. Donc, il faut que nous puissions nous servir des défis que nous impose le Covid pour envisager, exploiter les opportunités. Et voilà, j'ai toujours pensé que la crise sanitaire que nous vivons a été, pour parler comme les éducateurs, comme les pédagogues, une leçon d'essai. Voilà, c'est une leçon d'essai, une leçon pédagogique qui doit nous apprendre à gérer les risques en situation de crise, en situation d'urgence. Mais l'Afrique est en train de donner la preuve de ce qu'elle peut être capable de gérer aussi de grandes crises. Parce que nous n'oublions pas tous les agendas qui ont été établis, des agendas noirs sur l'Afrique, parlant de cette crise. On n'oublie pas tout ce qui a été dit, toutes les prévisions. Mais on se rend compte, même si on n'est pas encore sorti de l'auberge, on se rend compte que les dirigeants africains ont su anticiper. Les dirigeants africains sont en train de faire l'effort de contenir les effets pervers de cette crise. Il faut toujours que nous puissions nous abstenir de préjugés. Tout doit être fait de façon scientifique, de façon raisonnée, et ne pas toujours considérer les autres comme les sous-informés, considérer les autres comme les sous-peuples, penser que nous avons la science infuse. Non. Comme les sous-scolarisés. En effet. Oui, parce que ces préjugés-là prévalent dans tous les domaines. Certainement. Même dans le domaine de l'école dont vous avez la charge. Ah oui, mais c'est pour cette raison que nous, on a une devise. Tous les élèves doivent réussir. Tous les élèves peuvent réussir. Il n'y a pas de sous-scolarisé, il n'y a pas de sous-élève. Voilà. C'est pas voie que je dirais que non, Rousseau dit l'homme n'est bon. C'est ça, c'est la nature qui doit le transformer. Jean-Jacques Rousseau, voilà, dans le contrat social, l'homme n'est bon, voilà, la société le corrompt. Alors, il faut maintenant éviter de penser que la société doit forcément le corrompre. La société doit le transformer, la société doit améliorer ses capacités. Ce qui revient à dire que l'homme, dès qu'il vient sur Terre, il a toutes les capacités que nous tous avons. Il n'y a aucune raison que cet homme qui naît aujourd'hui puisse être voué à l'échec scolaire. Non. Voilà. Au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et d'alphabétisation, on a toujours pensé qu'aucun élève n'est né pour échouer à l'école. Tous les élèves doivent réussir parce que tous les élèves peuvent réussir. Si tous les élèves peuvent réussir à l'école, il n'y a aucune raison qu'il y ait des élèves qui ne puissent pas réussir. Ils doivent donc réussir. C'est-à-dire, chaque élève est né intelligent jusqu'à ce qu'il fasse lui-même la preuve de sa non-intelligence. Jusqu'à ce que nous l'aidions à faire valoir son intelligence. Ah, on aurait eu 100% au bac, au BPC, au CEP, si c'était ça, monsieur le ministre. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Il suffit de laisser les élèves aller chacun à son rythme. Voilà. Comme disait Descartes, alors. Voilà, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Mais la différence réside dans la façon de chacun de conduire son bon sens. La différence réside dans les objectifs que les uns et les autres se fixent et dans la facilité ou la capacité qu'ont les uns et les autres à mettre en œuvre leur potentialité à un temps défini. Aujourd'hui, oui, si je n'ai pas pu m'admettre au baccalauréat, cela ne veut pas dire que je ne l'aurai jamais. Aussi longtemps que j'aurai la volonté. Et c'est pour cette raison que nous mettons en place des politiques qui garantissent l'apprentissage tout au long de la vie.
Si vous n'avez pas eu votre baccalauréat aujourd'hui, vous pouvez l'avoir demain, vous pouvez l'avoir après-demain, vous pouvez l'avoir l'année prochaine, même en faisant autre chose. Il suffit simplement que les pouvoirs publics vous donnent la possibilité de continuer à apprendre et à passer votre examen, si tant est que vous voulez l'avoir. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de capacité de l'avoir, c'est parce qu'il vous a monté de l'avoir. Il y a aussi la qualité du correcteur. Ce qui revient à dire que la difficulté de réussir ne dépend pas de l'enfant qui naît, Voilà. ne dépend pas de l'élève. Mais de l'ensemble du système. Voilà, c'est l'ensemble du système. C'est donc voilà. la société qui doit accompagner. Voilà. Et c'est ce que nous disons. Ce qui revient à dire que tout enfant est né pour réussir et réussir aussi à l'école. Tout enfant. Quel que soit le niveau d'études qui sera le sien. S'il s'arrête en classe de 4e, cela ne veut pas dire qu'il a échoué à l'école. S'il s'arrête en classe de 4e, l'État devra avoir organisé le système d'enseignement qui pourra faire à ce que, en classe de 4e, l'enfant ait les bases nécessaires lui permettant de s'affirmer dans la société en fonction de niveau proportionnel aux connaissances acquises en classe de 4e. Ce qui lui donnera donc la possibilité demain de poursuivre son parcours scolaire. Mais entre-temps, il aura eu la formation nécessaire pour se rendre utile à la société. Il n'aura donc pas échoué. Il a fait le choix de s'arrêter là, en classe de 4e, en classe de 3e, sur des connaissances déjà acquises qui peuvent lui permettre de se faire un homme dans la société et de poursuivre demain son parcours si tant est qu'il a besoin d'avoir le baccalauréat. Et c'est pour cette raison que nous avons donné la possibilité aux adultes de faire leur baccalauréat par le système de l'alphabétisation, de la scolarisation et de l'éducation non formelle. Je vous rappelle que nous avons eu cette année un bachelier à l'âge de 55 ans. Voilà, le plus vieux bachelier à 55 ans. S'il a pu faire le bac à l'âge de 55 ans, ça veut dire que lorsqu'il avait arrêté sa scolarité, il avait la formation nécessaire qui pouvait lui permettre de reprendre les apprentissages au niveau où il s'est arrêté, et l'État lui a donné la possibilité de poursuivre donc ses apprentissages jusqu'à faire son baccalauréat. Voyez-vous? Le Congo célèbre le 60e anniversaire de son indépendance. Et l'on sait que pendant la période coloniale, l'enseignement visait plutôt à amener le Congolais à s'imprégner de la culture occidentale, de la civilisation du colonisateur. Les années passant, l'enseignement a vécu les soubresauts de l'histoire du pays, c'est-à-dire au gré des divers régimes qui se sont succédés. Quels sont, selon vous, les grands traits historiques de l'évolution de l'école congolaise? Vous me donnez là l'occasion de rendre d'abord hommage à tous les compatriotes qui m'ont précédé au ministère en charge de l'enseignement, primaire et secondaire, j'entends. Je n'ai pas la prétention de parler des grands traits parce que les premiers acteurs sont encore en vie. Je rappelle que je suis le 31e ministre en charge de l'enseignement primaire secondaire, sinon le 30e depuis l'indépendance. Si j'ajoute avant l'indépendance le premier ministre congolais en charge de l'enseignement, c'est-à-dire notre patriarche Mambeke Boucher. Bernard Mambeke Boucher. Bernard Mambeke qui écrivait même dans la revue Luéjean, voilà, l'ancêtre des journaux congolais. En effet. Je suis donc le 31e et je voudrais parler du 30e, après celui qui a été le premier ministre pendant l'indépendance en question, M. Abagandian. Il y a donc plus compétents que moi qui peuvent parler de l'enseignement depuis 1960 à nos jours. Ils sont encore en vie. Je parlerai du doyen Lévi Makani, je parlerai de Henri Lopez, je parlerai de Grégoire Lefoba, je parlerai de Christophe Mukwege. Je parle de ceux-là, effectivement, qui ont géré l'enseignement. Le 26 mai 1991, le président Denis Sassou Nguesso fait un discours au plus fort de la conférence nationale souveraine qui s'était ouverte le 25 février 1991 et s'était achevée le 10 juin de la même année. Il avait dit « J'assume. J'assume au nom des dirigeants du Congo qui ne sont plus en vie et qui ne sont plus aux affaires. » Je prends l'allégorie pour vous dire, vous assumez, vous parlez au nom de tous ces dirigeants qui ne sont plus aujourd'hui au ministère de l'Enseignement. Je n'ai même pas besoin de m'appuyer sur cela parce que le président Denis Sassou Nguesso avait assumé face à des contemporains encore en vie qui ne voulaient pas assumer, qui sont passés
conférence nationale se précipitaient à dire tout le bien qu'ils ont fait pour le pays. Et oui, et le mal, lui, il dit le mal, Voilà. je suis donc le seul à l'assumer. Il n'y a plus personne pour prendre tout ce qui était mal. Même ceux qui ont géré le pays avec lui, avant lui, tous n'étaient que de bons politiques, de bons dirigeants. Alors, plus personne ne pouvait reconnaître le mal. Fallait-il donner ce mal-là à ceux qui étaient morts? Le président Sassou dit non. Le mal, je suis donc seul à l'assumer. Et je l'assume à titre individuel et collectif. Mais dans le cas actuel, je ne pense pas que mes prédécesseurs, mes aînés qui m'ont précédé dans cette charge, m'y auraient de partager avec moi la responsabilité. Ils sont encore en vie. Madame Kama peut bien, effectivement, Monsieur le ministre... Mais puisque c'est moi qui suis sur le plateau... Voilà, nous sommes les historiens du quotidien. Voilà. Monsieur le ministre, nous vous voyons faire. Nous parlons des choses que nous vivons. Et c'est ça l'avantage du journaliste. Il est l'historien du présent, l'historien du quotidien. Vous travaillez, nous voyons. C'est fort de tout cela que nous vous posons la question sur les grands traits historiques de l'évolution de l'école congolaise. Merci. Non, mais nous sommes bien en phase. J'étais simplement en train de rendre hommage à tous mes prédécesseurs, qui m'ont précédé, qui n'ont pas dans cette démérité, charge, qui n'ont pas démérité, et qui sont là, qui vont nous suivre, qui pourront effectivement corriger ce que je suis en train de dire. Mais pour parler des grands traits, j'ai envie, si vous me permettez, de revenir d'abord, si nous voulons réussir un tableau comparé. Vous parlez de 60 ans depuis l'indépendance. Oui, monsieur le ministre. Permettez-moi de parler aussi des 60 ans avant l'indépendance. Donc, de 1900 à 1960, ça fait bien 60 ans. Voilà. Donc, on va voir ce qu'a été l'école pendant 60 ans avant l'indépendance et ce qu'est l'école 60 ans après l'indépendance. Voilà. Et pour parler de l'école 60 ans avant l'indépendance, j'ai envie de repartir à la colonisation qui s'ouvre dans notre continent et particulièrement dans notre pays au cours des années 1880 pour nous offrir donc les premiers organes d'enseignement en 1983. Avant donc l'indépendance, l'école congolaise, et depuis 1880, était portée par des confessions religieuses. Voilà. Il y a la mission catholique, voilà, effectivement, avec le père Augoire, le père Kari, qui font rentrer donc le système d'enseignement avec les missions catholiques de l'Isolo et de Luango, la mission protestante, qui était composée des Suédois, et la mission salutiste. Voilà les trois confessions religieuses qui amènent l'enseignement. Mais avec quelle finalité? La finalité, à ce moment, ce n'était pas de former des hommes instruits. La finalité, c'était de former des chrétiens. C'était de former des gens qui seront moralement capables de relayer la mission d'évangélisation dans les familles, dans les villages, dans les clans. De dompter l'âme noire. Voilà. Ce n'était donc pas l'école en ce moment au sens où nous l'entendons. C'est pourquoi, lorsque arrivent les arrêtés de 1911-1917 qui officialisent l'enseignement, nous n'avons que ce qu'on appelle les quelques écoles du village. C'est-à-dire, un prêtre est quelque part, là où il habite, il ouvre ses portes à 5 ou 6 enfants, 7 enfants, à qui il va donner, pas l'enseignement en tant que tel, mais l'enseignement de la Bible pour lui permettre de relier cette formation biblique, cette formation morale aux gens autour de lui, de façon à ce que ces personnes-là puissent adhérer à la mission d'évangélisation par l'école. Et jusqu'en 1935, à partir de 1944, la conférence de Brazzaville donne l'orientation sur la nécessité de former. Et on va ouvrir quelques petites écoles, et c'est là où vous allez avoir justement les écoles Sainte-Thérèse à Potopoto, l'école Sainte-Claire à Mungali, l'école Sainte-Agnès à Congo, l'école Javoué au centre-ville, pour accueillir un certain nombre de personnes. On réussit à former 2117 élèves par le biais de ces écoles. En 1956, nous avons près de 26 000 élèves. Je crois que c'est le président de la République qui présente bien la situation lorsque, dans son discours, il nous rappelle combien d'établissements avons-nous avant l'indépendance et combien d'établissements avons-nous après l'indépendance. Je vous rappelle que lorsque nous entrons à l'indépendance, nous avons
44 000 élèves, dont 22 000 dans l'enseignement public. Voilà. Et les autres. Ça, c'est en 1960? Nous sommes, oui, en 1960, entre 58 et 60. Vous avez ces statistiques. De la colonisation à 1960, on peut se permettre de dire nous n'avons pas eu grand-chose. En termes de formation même d'enseignants, je parlerai aussi de ce que la mission suédoise a fait à l'école de Madia, de Lausanne, pour former des catéchistes. Il y a quand même eu la naissance d'une intelligentsia locale qui a contribué à l'avènement de l'indépendance. Vous voyez même comment était structurée l'école. C'est l'arrêté de 1917 qui le dit d'ailleurs. Et c'était l'école primaire élémentaire. L'école primaire élémentaire, c'est le niveau peut-être CP, CP2. Celui qu'on appelait le moniteur, l'instituteur, c'est celui qui a fait 2 années d'études, qui sait rapidement lire, écrire, calculer, compter, et c'est à lui qu'on confie la mission d'aller dans le village, d'aller dans la famille, partager ce savoir aux autres. Le premier baccalauréat en Afrique équatoriale française est organisé en 1943. Mais je me demande si on avait déjà des nationaux à ce niveau. C'était certainement pour inscrire au baccalauréat les enfants des colons qui arrivaient, puisque les premiers bacheliers ne se présentent qu'au courant 1956. Voilà. Donc, je n'exclus pas que nous ayons déjà eu une élite qui s'est affirmée, mais c'est ceux qui ont eu la grâce d'être allés à l'étranger. Voilà. Mais le plus grand nombre des personnes formées, le plus grand nombre, c'est après l'indépendance. Je vous dis, jusqu'à l'indépendance, nous avons autour de moins de 50 000 élèves à l'école. C'est d'autant plus que nous n'avons même pas à tout compter près de 100 enseignants, voilà, qui pour la plupart étaient des colons. Mais avec quelle finalité? C'était pour favoriser effectivement l'exploitation coloniale, former des gens très rapidement pour qu'ils aillent travailler dans les compagnies concessionnaires, pour servir donc d'interprète entre les ouvriers et l'exploitant concessionnaire. Mais la fin justifie les moyens. Ben voilà, et c'est cela. Machiavel est clair, non, dans Le Prince. C'est bien cela. Donc, c'est la conférence de 1944 qui institue l'enseignement secondaire. La conférence de Brazzaville. La conférence de Brazzaville de 1944 qui demande donc qu'on organise l'enseignement secondaire, y compris l'enseignement supérieur. Voilà. Alors, nous arrivons en 1961. Il y a la conférence de l'UNESCO à Addis Abeba. Et c'est cette conférence qui demande que soit rendu obligatoire l'enseignement dans les pays colonisés, justement, qui vont accéder à l'indépendance bientôt. Il fallait étendre la formation, organiser l'enseignement pour que nous ayons cette fois-ci un système secondaire digne de ce nom. Parce que celui qu'on appelait le système secondaire, l'école primaire supérieure, c'est ceux qui s'arrêtaient en classe de 4e et tout de suite on les envoyait à la production. Il fallait maintenant tout faire pour organiser un vrai système d'enseignement. On commence le lycée Savorgnan de Brazza, le lycée Victor Augagneur à Pointe-Noire, voilà, le lycée Campagnard de Makoua. Nous arrivons donc en 1961, la loi que porte donc Prosper Abagandian sur la gratuité scolaire, la neutralité scolaire, l'obligation scolaire des élèves de 6 à 16 ans, qui avait pour finalité de rompre avec le système colonial et de faire effectivement des élèves des pays indépendants au sens propre du terme, avec un système éducatif basé sur les réalités locales, qui devrait étudier l'histoire des pays, l'histoire locale, voilà, et puis étendre la formation à tous les élèves en âge scolaire. Nous arrivons en 1965. Nous avons, avec ce système, on est parti de moins de 50 000 élèves à près de 150, 170 000 élèves en 1965. En 64, il devait être 150 000 élèves. En 65, ils étaient 177 000 élèves sur une population d'1 million d'habitants. Ça veut dire qu'on avait même déjà dépassé le cap de 10%. Voilà. En ayant élargi la formation à tous les enfants. Il y avait encore... Nous sommes en 65. Arrive la décision de nationaliser l'enseignement. Pourquoi? Parce que dans ce système, on avait moins d'écoles publiques. Je vous l'ai dit, c'est le système colonial qui se poursuit d'une manière ou d'une autre, malgré l'obligation scolaire. La survivance du pacte colonial. Ah ben oui, subtilement. L'école est toujours dominée par la mission catholique, la mission protestante et la mission salutiste.
qui est rentré dans les années 1940, 1950, parce que les Suédois rentrent, je crois, en 1907, oui, et puis les salutistes vers les années 1935. Voilà. Donc, c'est eux qui dirigent encore l'école à ce moment. Et on avait encore ces quelques écoles religieuses avec une forte dose d'enseignement religieux. Voilà. Et 65 arrive avec un besoin, un, de laïcité de l'école et deux, de nationalisation de l'école. Oui, parce qu'il fallait rendre l'école laïque et il fallait que l'État ait le contrôle de l'école. Et la loi va être portée par le ministre Matissa en 1965. C'est d'ailleurs Martin Berry qui l'annonce Voilà. le 14 juillet 1965 au congrès constitutif de l'UJEC. Voilà. Oui, au nom de la GMNR. Au nom de la GMNR. Au nom de la GMNR. Exact, Oui, exact. le 14 juillet 1965. En effet. Mais c'est parce que c'était une réflexion qui était déjà au sein du MNR et la loi a été initiée par le ministre Boukoulou à l'époque et c'est le ministre Matissa qui parachève après cette annonce de Martin Berry qui fait de l'école une école publique, la nationalisation de l'enseignement. Voilà. C'est donc la loi du 28 septembre 1961 qui arrive jusqu'en 1965 avec la loi 3265 du 12 août 1965 consacrant la nationalisation de l'enseignement, ce qui va faire fuir quelques enseignants qui étaient pris en charge par les confessions religieuses. Ils vont aller au Gabon, ils vont aller au Congo d'en face, ainsi de suite. Et nous subissons encore un déficit en personnel enseignant à ce moment-là. Cette loi de 65 va être confortée par un décret de 1967 porté par le ministre Lévy-Makani qui institue le brevet d'études moyennes générales et le brevet d'études moyennes techniques à la place du brevet d'études du premier cycle. Il fallait à tout prix tropicaliser l'enseignement, l'adapter. Pour simplifier la phraséologie, le BEMG remplace le BPC. En effet. Parce que c'est voilà, le terme courant. C'est ça, c'est ça. Entre-temps, le débat sur l'enseignement continue à se faire jour. Il y a eu d'abord le colloque de 1967, il y a eu un colloque en 1969, il y a eu un colloque de 1970, et qui décide maintenant de l'institutionnalisation de l'école du peuple. On dit... L'adéquation, formation, emploi, ainsi de suite. Oui. Jusque-là, l'enseignement de 1965, oui, c'est bien, on a nationalisé, on a coupé le cordon ombilical avec le colon, mais on a encore le mythe du diplôme. On a encore le culte de l'intellectuel pur. La formation que nous donnons à nos enfants nous aide réellement à développer notre propre système économique qui est encore entre les mains des Occidentaux, entre les mains du colon. Il faut que la formation qu'on donne à l'école soit en adéquation avec le travail qu'on doit faire à l'usine. Voilà, l'adéquation formation-emploi. C'est le colloque de 1970 qui définit cela. Synergie entre l'école qui forme et l'industrie qui emploie. Qui emploie, en effet. Et on part de là, malheureusement, nous n'avons pas créé la norme. C'était de grandes réflexions, ainsi de suite, mais nous avons malheureusement continué à appliquer le même système jusqu'en 1980. Quoique, on ait essayé d'adapter au milieu, on passe maintenant des appellations classiques. Ce n'est plus classe préparatoire ou cours préparatoire, c'est cycle fondamental 1, cycle fondamental 2. Et c'est à ce moment qu'on prend la loi 2080 du 11 septembre 1980 qui formalise toutes les recommandations de l'école du peuple. Ce colloque de 70 mené, conduit pratiquement depuis 1969 par M. Henri Lopez, lorsqu'il cherche même à introduire les langues nationales à l'école. Il subit une levée de bouclier, il subit les attaques de tout le monde. C'était d'ailleurs l'option qu'il fallait pour se convaincre de ce que nous avons réussi à nous approprier le système éducatif. Malheureusement, il y a eu beaucoup de contradictions et nous continuons comme ça, comme je l'ai dit, jusqu'en 1980, avec la loi 2080 du 11 septembre 1980. Puis arrive la loi 890 du 6 septembre 1990 qui est prise sous la pression de la perestroïka qui arrive, de la démocratisation du système politique, et on comprend qu'il faut libéraliser l'enseignement. On rouvre l'enseignement au privé parce que la pression sur les pouvoirs publics était telle que ça commençait à devenir pesant pour le gouvernement de continuer à gérer l'école seule.
Vous Un voulez là nouveau parler régime. des changements consécutifs à la glasnost et à la À la perestroïka? perestroïka. C'est d'autant plus que le président Denis Sassou Nguesso, peu avant 1989, avait mis en place une commission qui devait réfléchir sur les bouleversements en Europe de l'Est. J'étais propagandiste UGC. UGC. Ah ouais? J'étais animateur des émissions à la radio. Nous sommes en 90, dans un régime dit encore de parti unique. Un colloque a lieu et décide la libéralisation du système éducatif. Ce qui revient à dire que la réflexion sur la libéralisation du système politique était déjà amorcée. Voyez-vous, le colloque a lieu avant même le discours de la Bolle. Le congrès du Parti congolais du travail a lieu en 1989. Quand le président de la République, Denis Sassou Nguesso, dit « Le socialisme n'est pas une religion à laquelle on doit adhérer sans preuve ». Bien au contraire, le marxisme nous enseigne que ce qui se dit ne doit pas entrer en contradiction avec ce qui se fait. Ouvrez donc là les... Nous sommes en 429. Il n'y a ni la boule, ni bouleversement là-bas, ainsi de suite. Non, non, non. Ça n'existe pas. C'est lui qui dit l'eau de mer est imbuvable tant qu'elle n'est pas dessalée. Il ne sert à rien Donc, de la faire boire au peuple, voilà, lui montrant que c'est de la limonade. Il ne sert à rien. Au nom d'une théorie bureaucratique du socialisme, de la faire boire au peuple congolais l'eau de mer en lui faisant croire qu'il déguste de la limonade. Il la recrachera à coup sûr. Et avec elle, la confiance qu'il avait des aspirations et des promesses à lui faites par le parti. Je suis là simplement pour rappeler que la volonté d'ouverture est déjà affichée avant tout ce que nous avons connu avec le bouleversement. Mais avant la conférence nationale, est-ce que les différents handicaps constatés ou supposés n'étaient pas dus au fait que lorsque le président Massamba Deba nationalise l'enseignement en 1965, son obsession est de former les cadres à l'idéologie socialiste et de les aider à se départir de l'idéologie occidentale ou à rompre définitivement avec la culture française? Mais c'est un instrument, c'est l'outil d'appropriation. On ne peut pas se réapproprier sa souveraineté, se réapproprier ses ressources nationales sans idéologie. Oui, mais parce que rien ne se fait sans idéologie. Je vous l'ai dit d'ailleurs que pour réussir sa domination coloniale, le colon est venu par le biais de l'évangélisation. Ce qui revient à dire que si nous tenions effectivement à former notre peuple, si nos pères de l'indépendance ou les pionniers de l'indépendance ont tenu à passer par l'idéologie socialiste pour amener les citoyens de l'époque à se réapproprier leur propre destin, simplement parce qu'ils étaient convaincus que par l'idéologie héritée du colonialisme, nous ne pourrions pas nous approprier de notre destin. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Les mêmes effets. OK. Arrive le courant des jeunes formés en URSS à l'époque, dans les pays de l'Est, qui nous font découvrir les vertus du socialisme dans un débat socialisme bantou, socialisme scientifique, et ainsi de suite, bon, sur fond de crise, de contradiction, mais toujours est-il que le dénominateur commun était le socialisme, qui était pour nous le moyen par lequel les citoyens devraient s'approprier leur propre destin, jouir de leur indépendance et affirmer leur souveraineté. La nationalisation de l'école, obéissant à cette logique, nous y sommes parvenus. Mais au-delà, il fallait lutter contre l'évangélisation à outrance à l'école. N'oubliez pas quand même qu'à partir de ce moment aussi, le débat sur la laïcité de l'école était très avancé, parce que devenaient les enfants des athées, par exemple? Celui qui n'était ni catholique, ni protestant, ni salutiste. Il ne devait pas aller à l'école. Et puis, ça créait encore une sorte d'école à deux vitesses. Et je crois que la nationalisation de l'enseignement obéissait à l'obligation que s'était imposée les pouvoirs publics d'aller vers ce qu'on appelle l'école de la République. Fut-ce un succès? Ah oui, je peux dire oui. Je vous ai dit qu'en 1965, nous avions 1 million d'habitants, certes, avec moins de 15% d'élèves qui étaient à l'école. Lorsque nous arrivons en 1990, nous avons pratiquement presque 1 million d'élèves sur moins de 3 millions d'habitants. Nous avons le tiers de la population qui était à l'école. On est parti de 12% à 30%. Même lorsque nous parlions de l'enseignement à l'époque, de la gratuité,
avec ces écoles gérées par les confessions religieuses, l'enseignement des réalités locales n'était pas garanti. Voilà. L'histoire du Congo n'était presque pas enseignée à ce moment. C'est à partir de la nationalisation que l'on se réapproprie notre propre histoire, que l'on commence à enseigner aux enfants l'agriculture avec les réalités de notre pays, que l'on commence à enseigner à nos enfants le climat de notre pays, le relief de notre pays. Donc même en termes de densité, de qualité de savoir, on ne peut pas dire que la nationalisation ne nous a pas été utile, bien au contraire. Nous étions déjà en retard. On dit que l'Afrique occidentale française a connu l'éclosion de son élite bien avant l'Afrique équatoriale française. Pour bien d'autres raisons, je peux dire. Nous, on a gagné le pari de l'alphabétisation de masse, de la scolarisation de masse, ce qui n'était pas le cas pour l'Afrique occidentale française, où ce ne sont pas tous les élèves qui allaient à l'école, malgré tout. L'on sait aussi que la conférence nationale avait remis en cause tous les systèmes éducatifs élaborés depuis les indépendances. Des recommandations et des lois d'orientation scolaire furent adoptées qui visaient toutes à mettre l'école congolaise au service du développement. On disait l'école doit devenir le levier du développement économique et social. Et une certaine opinion soutient que tout cela est resté vœu pieux. Je ne sais pas ce que l'acte de la conférence nationale a apporté de plus à la loi de 1990. Je vous l'ai dit, hein, la conférence nationale... La virulence des critiques mais bien sûr. dans le domaine qui est le vôtre aujourd'hui. Mais comme c'est le cas dans notre pays, on parle des choses dont on n'a aucune expertise. Voilà, on est velléitaire. Ceux qui se sont ainsi prononcés, je les respecte à la conférence nationale. La conférence nationale se tient en 1991. Prend un certain nombre de décisions sur l'école. La décision principale, c'était la libéralisation de l'enseignement. Donc, finir avec la nationalisation de l'école et ouvrir l'école au privé. Mais ça a déjà fait l'objet de recommandations au colloque de 1990. Ça a déjà fait l'objet de la loi 890 du 6 septembre 1990. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que la conférence nationale a apporté de plus. Et c'est cette loi qui arrive jusqu'en 1995. Je rappelle que la conférence nationale intervient après la conférence sur l'éducation pour tous, la conférence internationale, qui a lieu en 1990. Je ne nie pas ce qu'aurait été l'apport de la conférence nationale sur l'évolution du système éducatif. Voilà. Sans le nier, on ne m'a jamais démontré ce que cet acte de la conférence nationale a apporté de plus à ce que nous avions retenu en 1990. Nous sommes là donc dans la mouvance une vraie redondance. Voilà, bien sûr. Une vraie redondance. Comme nous savons le faire, la superposition des textes, la superposition des lois. Je nous dis que nous avons parfois l'habitude, lorsque nous arrivons dans une administration, d'avoir l'impression que ceux qui nous ont précédés n'ont rien fait. Et on crée des textes en oubliant que ces textes ont déjà existé par le passé. Donc, il y a une superposition législative. Il n'y a pas de continuité de l'État, alors. Mais non, on fait la continuité dans l'ignorance. Parce qu'on croit avoir créé autre chose en oubliant qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce d'autant plus que lorsque nous allons vers la loi de 1995, la loi 25-425 du 17 novembre 1995, portée cette fois-ci par le ministre Martial de Paul Ikunga, nous reprenons fondamentalement tout ce qui était dans la loi de 1990, avec cette libéralisation de l'école, avec l'ouverture de l'école au privé. Et on change simplement au niveau des appellations. On rompt avec les systèmes de cycle fondamental, on revient avec les cours préparatoires premier degré, ainsi de suite. Voilà. On revient avec le brevet d'études du premier cycle à la place du brevet d'études moyennes générales. Mais en termes de programme, en termes de finalité de l'éducation, c'est la même chose, puisque cette loi de 1995 est aussi orientée vers l'éducation pour tous, mise en œuvre déjà à partir de la loi de 1990. Et c'est pour cette raison que 25 ans aujourd'hui, on pense que cette loi a fait son temps. Elle est encore assise sur la finalité de l'éducation pour tous. Nous avons les objectifs fixés par l'ODD 4. Nous avons les objectifs fixés par l'agenda 2063 de l'Union africaine, 2030 des Nations unies. Donc, nous pensons qu'après tout ce qui a été fait, cette loi a fait son temps et nous envisageons
la réforme de la loi par la nouvelle loi de l'École du développement durable. Voilà, en résumé, je peux simplement dire que nous avons eu 5 grands moments au plan normatif et 5 grands moments au plan des rencontres. Au plan normatif, nous avons la loi 44-61 du 28 septembre 1961, portée par le ministre Abagandian. La loi 32-65 du 12 août 1965, portée par le ministre Matissa, qui a entériné la réforme qui avait déjà été initiée par le ministre Boukoulou. La loi 2080 du 11 septembre 1980, qui est portée par le ministre Antoine Zingaoba. La loi 890 du 6 juin 1990, qui, elle, est portée par le ministre Rodolphe Adada. Et puis, nous avons la loi 25425 du 17 novembre 1995, qui est portée par le ministre Martial de Polikunga. Alors, ces lois ne naissaient pas ex nihilo, je vous l'ai dit. Elles intervenaient à la suite d'importantes rencontres, d'importants colloques. Je vous ai parlé de la conférence de l'UNESCO en 1961, qui a demandé effectivement de généraliser l'enseignement primaire. Je vous ai parlé du colloque de 1967. Je vous ai parlé du colloque de 1969, du colloque de 1970 et du colloque bilan de 1990, effectivement, qui a ouvert la voie à la loi de 1990 sur l'éducation pour tous. Voilà ce qu'on peut retenir comme grand trait de la législation et des différentes rencontres de l'enseignement de l'indépendance à nos jours. Maintenant, nous travaillons sur l'école du développement durable en application de la vision du président Denis Sassou Nguesso, tel qu'il l'a formulée dans son ouvrage « L'Afrique, enjeu de la planète, les défis du développement durable ». En effet. Vous vous êtes armé jusqu'aux dents, monsieur le ministre. Non, mais parce que... Je vois l'ouvrage « L'Afrique, enjeu de la planète » de Denis Sassou Nguesso. Oui. Et je vois l'ouvrage. Parce que là-dedans, le président Denis Sassou Nguesso fixe les grandes lignes de ce que devra être l'école, je crois, depuis 2009. Voilà, c'est cette école qui favorise l'excellence. À part le fait que nous avons procédé à la massification de l'enseignement, on a formé tout le monde, mais il va falloir faire émerger de cette massification des lettrés, de cette massification des instruits, et faire émerger une élite, d'où les lycées d'excellence, pour permettre à nos enfants d'être compétitifs, voilà, d'aller à la conquête du monde, d'avoir la formation qui ne les coupe pas de leurs racines, mais qui les amène à s'appuyer sur leur réalité locale, sur leurs racines, et en lien avec le nouvel environnement que leur offre le monde actuel, les nouveaux outils que leur offre le monde actuel, avoir la formation qui puisse leur permettre justement d'aller en compétition avec les autres jeunes du monde entier. Voilà. D'où les lycées d'excellence, d'où les lycées interdépartementaux, d'où le lycée scientifique de Massengo. Et ça, c'est la vision du président Denis Sassou Nguesso, faire un lien entre la formation de masse et la formation de l'élite. Nous sommes un pays à 70% jeunes. Donc, l'investissement que cela requiert n'est pas le même que cela requiert pour les pays occidentaux où ils ont moins de jeunes et plus de personnes âgées. Voilà. Donc, on peut arriver à ces situations-là où, effectivement, malgré les efforts entrepris par les gouvernements qui se sont succédés, que nous n'ayons pas été à mesure d'atteindre les objectifs d'une éducation, d'une formation de qualité et d'une véritable adéquation formation-emploi. Formation-emploi suppose qu'en plus de la formation, il faut qu'il y ait des entreprises. Qui crée l'entreprise? Ce n'est pas forcément l'État. Hier, oui, les entreprises ont été créées par l'État, gérées par l'État, mais on a bien vu que ces entreprises, d'une manière ou d'une autre, ont fonctionné. On arrive à la conférence nationale, on arrête tout ça. On dit l'État ne doit plus continuer à créer l'entreprise, l'État n'est pas un bon agent économique, il faut ouvrir au privé. Combien de privés sont arrivés pour investir dans l'entreprise dans notre pays? Non. On a ouvert des portes à des opérateurs privés qui ne se sont pas bousculés. Et on se plaint de ce que nous n'avons pas d'entreprise pour regorger tout ce que nous avons formé. La difficulté que nous avons, ce n'est pas le déficit de formation, mais c'est le déficit d'utilisation du personnel formé à l'entreprise. Pourquoi? Est-ce parce que nous n'avons pas formé? Non, nous en avons formé suffisamment. Tellement formé que les portes de l'emploi sont fermées parce qu'il n'y a pas d'emploi. Qui crée l'emploi? Forcément l'État.
Eh bien, c'est pour cette raison que vous avez vu l'État les ramener tous à la fonction publique, et on se retrouve avec une fonction publique pléthorique. Oui, mais ça se justifie parce que quand même l'accession à la nouvelle donne devait être préparée. Cela a été fait Ce à qui revient à dire que l'américaine, nous ex l'avons anticipé. abrupto. Ce Ex qui, abrupto. ce qui revient à dire que nous l'avons précipité en 1991 en allant à la conférence nationale et en ouvrant le pays vers la démocratie. C'est ce que vous dites. Mais non, mais c'est vous qui me le dites. Allons-y, monsieur le ministre. Non, puisque vous dites qu'on ne s'était peut-être pas suffisamment préparé, assumons donc le fait que nous nous étions peut-être préparés politiquement parce que nous avons réussi à instaurer un système démocratique avec des élections libres, transparentes et permanentes, à part la parenthèse de 92-97 où on avait du mal à réussir vraiment les élections parce que le fait que des gens n'aient pas eu le respect de la parole donnée, aient eu du mal à gérer les relations politiques, les rapports politiques, nous a amené à des crises qui ont failli nous faire rater le rendez-vous de l'élection présidentielle de Nous avons raté 1997. le rendez-vous à l'école. Monsieur le ministre, je suis l'une des victimes de l'année blanche entre 1992 et 1997 à l'université Marion Ngouabi. Ce n'était pas l'école qui était défaillante. C'est ceux qui devaient gérer les rapports politiques, qui n'ont pas pu les gérer et l'école en a subi le coup. C'est pourquoi vous nous voyez, et ça c'est une instruction même du président Denis Sassou Nguesso, que les soubresauts politiques, y compris même sanitaires, n'aient aucun impact sur l'école, parce que c'est grave. Vous avez été parmi les rescapés. Savez-vous combien de vos condisciples ont quitté l'école du fait de ces années blanches? C'est pour cette raison qu'on ne permet pas les années blanches. C'est pour cette raison que vous nous voyez même au fort de la crise aller dans le pool, dans les zones en conflit, difficiles d'accès, pour aller rouvrir les écoles, pour permettre aux élèves de passer leurs examens d'État. Parce que nous savons qu'une année de perdu pour une génération, pour des élèves, c'est 60% de toute la génération qui peut se retrouver hors du système scolaire. Voilà. Réjouissez-vous d'avoir réussi à échapper à cette déscolarisation forcée. Mais ça tient à quoi? Ça tient à, je n'ai pas envie de dire l'incapacité des acteurs politiques qui avaient les commandes à ce moment de faire fonctionner la démocratie sans remettre en cause. Vous avez dit que nous n'étions certainement pas préparés. Je dis oui, on peut penser qu'on était préparés au plan politique. À part la parenthèse de 92 à 97 où ceux qui sont arrivés aux affaires n'ont pas intériorisé la vocation politique du peuple à ce moment-là. Et ont mal géré les relations politiques, parce que ça n'a été que la conséquence d'une mauvaise gestion des relations politiques. Si, entre 92 et 93, les vainqueurs de l'élection présidentielle avaient bien géré les relations entre eux, vainqueurs, en 92, il y avait deux vainqueurs de l'élection présidentielle, deux partis qui ont fait alliance pour remporter l'élection présidentielle. C'était le PCT et l'UPADES. S'ils avaient bien géré leurs relations, leur alliance, on ne serait pas tombé dans les situations de 1993. On n'aurait donc pas eu ces années blanches qui ont commencé à ce moment-là, la politique agissant sur l'école. Et c'est tirant les leçons de cela que le président Denis Sassou Nguesso ne permet pas que les contradictions politiques, aussi brèves soient-elles, puissent avoir une répercussion sur l'école. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé après les événements, les soubresauts d'avril 2016. Le pool était paralysé. Êtes-vous posé la question comment on a fait pour organiser les examens d'État en juin 2016 dans un département totalement paralysé, dans un département où plus personne n'y allait? Tous les villages étaient déserts. Dès que vous avez traversé Madibou, il n'y avait plus rien. Pas d'âmes qui vivent. Pas d'âmes qui vivent, pas un poussin. Nous avons affronté ça sur instruction du président Denis Sassou Nguesso pour éviter de retomber dans les travers de 93-97. C'est pourquoi je dis, cette parenthèse mise à part, à aucun moment, l'école ne s'est sentie paralysée. Par la suite, on a eu justement la paralysie à partir de 98 et 2000. Mais après, nous faisons tout pour que l'école ne subisse pas le coup. Vous avez évoqué les lycées d'excellence. On y aspire aussi à l'excellence? Ah, mais bien sûr. Dans ces lycées-là, bien sûr. Il y a une preuve? Il y a quelques occurrences pour légitimer votre propos, monsieur le ministre? Oui. On ne peut pas douter de l'apport des lycées d'excellence dans l'amélioration de la qualité de notre système éducatif, notamment en termes d'infrastructures, en termes de conditions d'apprentissage, déjà,
Et en termes de résultats aux examens d'État, je peux vous dire que c'est le lycée, couplé aux lycées interdépartementaux, qui nous ont permis d'avoir désormais les mentions très bien, par exemple, au baccalauréat. Si tant est qu'on devrait évaluer sur les rendements scolaires au niveau des examens d'État, en l'occurrence au baccalauréat, et d'avoir des mentions même excellentes au niveau du BPC depuis l'indépendance. Cette année encore, le premier élève avec mention très bien, 16,77, il est bien du lycée d'excellence de Mbunda. Et tous les élèves ont eu obtenu leur baccalauréat avec mention, ce qui n'est pas le cas. Nous espérons que cela ne résulte ni de la connivence ni de la complaisance. Hein. Pas du tout, pas du tout. Non, simplement des conditions d'apprentissage. Ils ne sont pas très nombreux, ils ont les enseignants, ils ont les moyens qu'il faut. C'est le combat que nous menons aujourd'hui de faire en sorte que tous les élèves de la République bénéficient de ces conditions d'apprentissage pour éviter le nivellement par le bas. La difficulté que nous avons, ce n'est pas que le système de formation lui-même soit mauvais, mais le système de formation, la qualité de l'enseignement dépend aussi des infrastructures, dépend des matériels pédagogiques. Dans un établissement ou dans une salle de classe où vous avez 180 élèves, 160 élèves, vous ne pouvez pas espérer avoir les mêmes résultats qu'au lycée d'excellence de Mbunda, au lycée interdépartemental de Djambala, de Ouesso, de Madingou, au lycée d'excellence d'Oyo, au lycée scientifique de Massengo, où les effectifs sont à taille normale. Donc, c'est vers là que nous allons. Comment faire pour avoir davantage de structures, davantage d'enseignants pour délester les salles de classe pléthoriques et favoriser une meilleure qualité d'apprentissage? Pour le moment, comme les ressources ne permettent pas, on dit, en même temps que nous garantissons la formation à tous dans ces conditions difficiles, essayons de laisser émerger quelques pupilles de l'État qui bénéficieront d'une formation adéquate pour éviter le nivellement par le bas. Donc, lorsque nous orientons les élèves vers ces lycées d'excellence qui bénéficient de tous les moyens de l'État, aux effectifs à taille normale, avec les méthodes appropriées, les moyens les didactiques adaptés, nous espérons que nous allons faire émerger là une vraie élite qui tirera le reste de notre jeunesse vers les cimes rêvées. Vous avez parlé de la qualité des infrastructures, de la qualité des matériels. Il y a aussi la qualité de l'enseignant. Il y a aussi la qualité du contenu qui est véhiculé. C'est pour cette raison que le président de la République met l'accent sur la formation initiale et continue des enseignants. Vous avez suivi la première dame lancer les travaux de ce que serait désormais l'Institut de formation initiale et continue des enseignants à Mouyonzi, dans de grandes infrastructures de haute facture, de qualité, qui va imposer une réforme en profondeur du niveau de formation de l'enseignant. Quel est celui qui désormais aura la charge de former les Congolais, quel est son niveau d'instruction, quel type de formation il a, avec quel matériel pédagogique. Ça, c'est la réflexion qui est en train d'être menée. Vous voyez déjà à quel niveau se trouvent les travaux du Centre de formation initiale et continue d'enseignement de Mouyonzi, qui devrait ouvrir nécessairement ses portes à partir de l'année prochaine. Voilà. Je vous ai parlé de la réflexion qui se mène, de la réforme en cours de la loi scolaire, qui reprend tout ça et que nous sommes en train de mener en lien avec nos collègues de l'enseignement technique et professionnel et de l'enseignement supérieur. Voilà. Donc, je peux vous dire que oui, l'école, telle que le veut le président de la République, dans sa vision de l'école du développement durable, elle est en marche. Les établissements d'excellence en sont une illustration depuis 2011-2012 et les résultats, nous les voyons. Les premiers résultats de ces établissements d'excellence nous font penser qu'effectivement, c'était une vraie vision du président de la République. Vous savez, jusqu'il n'y a pas longtemps, on pensait que l'école publique ne valait rien. Tous les Congolais avaient tué l'école publique. Tout le monde s'est précipité à mener son enfant dans l'école privée, pensant que l'école publique était morte, qu'elle ne formait pas bien. Depuis 5 ans, avec les efforts du gouvernement, vous voyez que l'école publique est en train de reprendre ses droits. Parlons de l'école privée. Oui. Nous avons parlé de la qualité de l'enseignant, la qualité de l'enseignement. Il y a aussi les conditions de traitement de celui qui donne l'enseignement. Est-ce que ce qui se passe dans les écoles privées n'attire pas votre attention? L'école privée n'est-elle pas en train de faire remplir à l'école avec grand E la fonction de chaînon négatif? Sans doute évaluez-vous toujours en vous appuyant sur les mauvais exemples.
C'est ce qui Il ne se devrait fait pas au en Congo. avoir dans le domaine de l'éducation, notamment l'enseignement. Non, dans tous les Même domaines. si la perfection est hors d'atteinte, mais à l'enseignement, on feindrait quand même une perfection. Vous savez, lorsque on décide de la nationalisation de l'école, on avait déjà de ces écoles privées où la qualité de l'enseignant était douteuse. Voilà. C'est au regard de tout ça. Depuis 1965. Depuis 1965, peu avant même 1965. Oui. Voilà. Où les gens étaient non seulement sous-payés, mais n'avaient que le niveau de catéchiste, je vous l'ai dit. Voilà. On prend quelqu'un, il sait à peine lire et écrire, et c'est lui qu'on met dans l'école privée pour enseigner. On ne va pas s'appuyer sur le fait que c'est de vieux débats, c'est de vieilles situations. Non. Il faut simplement essayer de ne pas rester dans les clichés, dans les a priori, dans les préjugés. Il faut voir les choses suivant leur évolution. Je rappelle même que, alors même qu'on avait décidé de la nationalisation, il y avait encore de petites écoles privées qui se géraient ça et là, à l'insu de l'administration. Vous n'y pouvez rien. Je prends un exemple aujourd'hui avec les populations qui dévancent les pouvoirs publics. Le quartier qui n'est pas encore loti. On a même dit que c'est une zone non édificandie, c'est une zone de mise en défense inconstructible. Les populations se déplacent, vont installer leur maison là-bas. L'État n'a pas encore créé les conditions pour y mettre l'école, l'eau et ainsi de suite. Mais vous avez des populations qui y vivent. Vous faites quoi de ces enfants? Mais ils ont droit à l'éducation. À une éducation de qualité. Mais comment on fait? Nous sommes mis devant le fait accompli par les populations. Dans un quartier, vous régulez. On régule comment? On chasse les populations? Non, mais on vous regardez ce qui se passe dans ces écoles-là. Voilà. Si la norme n'est pas respectée, vous y mettez de l'ordre. Oui. Si quelqu'un qui a ses moyens n'est pas à mesure d'aller installer une école de haute qualité, avec de belles infrastructures, avec de bons enseignants là-bas, s'il ne peut pas le faire, on fait quoi? Il dit non, moi si je veux investir là-bas, je n'entrerai pas dans mon investissement. Ce n'est pas rentable. Je fais quoi? C'est un investissement nul. Je ne peux pas. Il va s'improviser, la nature a horreur du vide. Quelqu'un va s'improviser, va monter rapidement une structure et va nous accueillir ces enfants. Moi, l'État, je fais quoi? Je dis ferme ton école à Mayanga là-bas, au fin fond de Ngamakoso. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites, vous, l'État? Nous ne pouvez pas fermer l'école. On ne ferme pas l'école. C'est vrai. On suit. Oui. On essaie de suivre. Et vous n'allez pas vous rendre compte que nous suivons, malgré tous les programmes, nous suivons la qualité de l'enseignement qui est donné. Vous allez simplement juger la défaillance de l'État, la défaillance du système scolaire par la qualité des infrastructures qui s'y trouvent. Bon, que voulez-vous qu'on fasse? Si vous, le politique, vous décidez d'aller construire une école à moins de 5 km de l'ancienne école, parce que les populations vous ont dit là-bas que pour que nous puissions voter pour vous, il faut qu'à tout prix que nous ayons l'école dans notre village. Nous ne voulons pas continuer à dépendre de tel autre village. Vous, le politique, vous décidez, ah oui, mais c'est vrai, puisque j'ai besoin de mes électeurs. Vous oubliez la carte scolaire. Ah, on allait parler de la carte scolaire. Vous oubliez parce que chaque député aujourd'hui veut créer une école primaire, un collège, un lycée. Nous ne voulons pas avoir la langue des autres, capable du meilleur et du pire. Voilà. Même une université un jour. Certainement. Alors, qu'est-ce qui se passe? La carte scolaire n'est même plus respectée. Il n'y a pas d'enseignants là-bas. On va vous dire, l'État doit nous envoyer les enseignants. On ne peut pas. On dit, à moins de 5 km de ce village-là, il y a une école. Les enfants pouvaient bien aller là-bas. Ils disent non. Nous voulons l'école chez nous. Le député ou l'élu, le politique ou le cadre qui a réussi a déjà créé l'école. On n'a pas pu envoyer les enseignants parce qu'il y a une planification que vous voulez. C'est l'anarchie. Si vous n'avez pas peur des mots, monsieur le ministre. C'est la pression populaire. La pression populaire. Monsieur le ministre, vous avez évoqué Jean-Jacques Rousseau au début de cet entretien. Oui. Nous allons vous accompagner en évoquant Montesquieu dans l'esprit des lois. Dans un gouvernement même populaire, le pouvoir ne doit pas tomber entre les mains du bas peuple.
Je sais que vous l'avez lu, monsieur le ministre. Vous l'avez même enseigné à l'université. Oui. Est-ce que là, on ne peut pas parler de la passivité coupable du gouvernement? Non, 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 non. Les exigences du peuple sont plus fortes que les capacités d'intervention des pouvoirs Vox publics. populi, vox dei. Ben, certainement, mais il y a aussi l'élite. J'ai souvent parlé de l'élite démagogue qui n'est pas capable d'aller expliquer les vrais problèmes au peuple, qu'à ce niveau, voilà ce que dit la loi. À ce niveau, voilà ce qui peut être fait. Mais lui, il a besoin, il s'est développé une forme de clientélisme de la part de nous tous. Quel est ce cadre qui a réussi? Monsieur Ndele, quel est ce cadre qui a réussi? Il est DG de Télé Congo. Il va dans le village de ses parents. Et qu'on lui dise que nous ne voulons plus aller à 4 kilomètres dans le village voisin. Nous voulons notre école ici. Il est pris par un sentiment de culpabilité. Il a besoin de renvoyer l'ascenseur parce qu'on lui dit, si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu ne veux pas que les enfants de ce village deviennent un jour comme toi. Il est donc pris comme un otage. Il est obligé d'investir pour installer l'école là-bas. Il n'aura pas le courage de dire à notre peuple, non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a donc un besoin de formation, un besoin d'éducation. Où est passé ce qu'on appelait à l'époque la conscientisation des masses? Ça ne devrait pas participer de tout ça. C'est celle que nous devons faire en ce moment. Ça devrait participer de cela. Elle est difficilement compatible avec la régularité des échéances électorales. Parce que celui qui doit aller conscientiser, c'est l'élu local. C'est l'élu national. Il pense à la prochaine élection, il pense à la prochaine élection, pas à la prochaine génération. Ouais. Vous imaginez? Et face à ça, l'État est en difficulté. Même quand vous décidez d'aller déguerpir les populations qui ont occupé anarchiquement le domaine public, qui interpellent les gens à l'Assemblée, c'est le politique. Qui va interpeller le ministre des Affaires foncières? C'est le même qui vote la loi. Ah bien sûr. Et lorsque cette loi n'est pas respectée, le gouvernement agit avec les moyens en sa possession. Lui, il appelle le gouvernement pour dire « tu as outrepassé ». Mais parce qu'il n'a pas de choix. Parce que s'il ne fait pas comme ça, il y aura un opportuniste, un démagogue, qui ne pense qu'à lui succéder à l'Assemblée, qui va aller agiter la population en faisant croire que c'est le député que vous avez élu. C'est la fin de l'État. L'État est pris en otage par les intérêts égoïstes. C'est pourquoi nous travaillons à la restauration et à l'affirmation de l'autorité de l'État. Pour nous, l'État doit être présent et c'est ce que nous faisons au niveau de l'école. Vous avez été ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Quel sentiment avez-vous quand vous voyez tous ces jeunes qu'on peut assimiler à des retraités précoces, tous ces jeunes qui suivent des marchands d'illusions, tous ces jeunes qui se demandent chaque jour qui passe ce que serait leur lendemain? Quand vous voyez tous ces jeunes-là, sans horizon, dont la vie n'a plus de valeur, visiblement, quel sentiment avez-vous? De responsabilité. Ça nous amène à questionner encore une fois la finalité de l'enseignement. Au-delà de la loi de 1995, je vous ai dit que c'est une loi qui a fait 100 ans. Et c'est une loi qui mérite d'être réformée et c'est le travail que nous sommes en train de faire en ce moment. Pourquoi? Parce que jusqu'en 1995, je vous ai dit que jusqu'en 1990, l'État était le principal acteur économique. C'est lui qui formait, c'est lui qui recrutait. Quand il a fini de former, il recrute ou à la fonction publique ou à l'entreprise publique que lui-même a créée. On n'avait pas un secteur privé développé. Lorsque nous avons formé, il n'y a pas d'horizon pour les élèves que nous avons formés. Ils ont fini à l'université hier. Dès qu'il a fini à l'université, il est aussitôt dans la production, comme je l'ai dit, ou à la fonction publique ou dans une entreprise publique, ou les quelques rares sociétés privées qu'il avait à l'époque étaient aussi demandeuses. Elle était capable de venir chercher l'élève, même encore au lycée. Aujourd'hui, l'État n'est plus l'acteur économique. L'État n'a plus d'entreprise vers lesquelles il peut orienter les élèves qu'il a formés. L'entreprise privée n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, cet élève qui a fini sa formation, il est dans la rue et on interroge encore l'État. C'est pourquoi je dis, nous avons à redéfinir la finalité.
Et l'école qui est en train d'être mise en œuvre à partir de maintenant, lorsque un enfant, il est arrivé en troisième par exemple, il doit avoir suivi une formation qui lui permet de se rendre utile par lui-même avec son niveau de troisième, avec son brevet d'études du premier cycle, même s'il ne continue pas immédiatement l'école jusqu'au lycée, jusqu'à l'université. Pourquoi? Mais parce que le socle de connaissances de base qu'il a en agriculture, qu'il a en géométrie, qu'il a en arithmétique, qu'il a dans le commerce, qu'il a dans les métiers, qu'il a dans l'entrepreneuriat, il faut donc qu'on inscrive l'entrepreneuriat à l'école. Ce socle de connaissances devrait lui permettre de se prendre en charge. Tout autant que devrait l'être celui qui a fini à l'université, qui a une licence en sciences économiques, qui a une licence en droit, qui a une licence en gestion, qui ne doit pas, après l'université, rester les bras croisés, mais qui doit savoir ce que c'est qu'une unité économique, que lui, avec sa formation, il peut créer une entreprise individuelle, il peut créer une entreprise familiale, comme ça se fait dans d'autres pays, et partir du statut de demandeur d'emploi à celui de créateur d'emploi, à celui d'auto-employeur. Il va falloir développer le secteur informel. C'est trop sibyllin pour eux. Mais justement parce que à ce moment-là, nous n'avions pas défini la finalité. Voilà. C'est cette finalité, oui, c'est cette finalité qui fait l'objet désormais de la loi en réflexion en ce moment. Je vous ai parlé de l'orientation de l'école du développement durable. De sorte que l'élève qui est féru des nouvelles technologies sache que ce ne sont pas des gadgets, qu'au travers de ces nouvelles technologies dont il a l'appropriation depuis le collège, depuis même l'école primaire, il peut se créer un métier, il peut se créer une unité économique, de sorte que s'il arrête les études en troisième alors qu'il maîtrise ces nouvelles technologies, il peut savoir comment s'occuper, se rendre utile à la société. C'est ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous parlez effectivement de ces élèves, de ces jeunes qui sont dans l'oisiveté. On n'a pas mis dans leur tête... Et comme l'oisiveté génère un malaise... Le vice, voilà. C'est la mère le vice. de vice. C'est, voilà. Je crois, Bismarck qui le dit. Non, mais fait. On n'a pas mis est la mère de tous les vices. vices. Si Ève avait tué à recours les feuilles de son mari, elle n'aurait pas écouté si longtemps le serpent. Et nous devons formater la nouvelle conscience citoyenne, qu'il ne soit pas celui qui attend de l'autre, parce que c'était ça aussi notre culture. Nous attendons tous de l'autre. Ça fait que dans une famille, c'est celui qui a réussi qui est le pilier de toute la famille. Et les autres pensent que même s'ils ont des activités parallèles, ça ne répond pas, ça ne peut pas suffire. Il faut que l'aide vienne de l'autre. Il faut qu'on arrête avec cette façon de penser. Il faut que chacun soit artisan, acteur de sa propre vie, de son organisation. Qu'on ne s'attende pas seulement à ce que le bonheur vienne de l'autre. Et ça, c'est l'école qui doit former le citoyen. Monsieur le ministre, on voit bien que vous êtes en empathie avec le sujet. Pensez-vous vraiment que l'éducation civique soit une arme efficace pour vaincre la violence, la haine et toutes ces autres vilainies tout aussi pires qui affectent l'école? Bien sûr, et le travail qui est fait par le gouvernement, notamment par ma collègue en charge de l'éducation civique, poursuivant celui que modestement nous avons commencé avec nos prédécesseurs. Vous savez, lorsque nous parlons de l'éducation civique, je vous dis de ne pas prendre ces choses-là comme des faits à la mode, qui viennent comme si c'était un fait de mode printanier qui vient d'apparaître juste maintenant. Nous les avons depuis 1960. C'est des faits sociaux. J'ai même envie de vous rappeler que le premier cadre en charge de l'instruction civique, de l'éducation civique, c'est Martin Berry. Je crois qu'il était le directeur général de l'instruction civique dans les années 64-65. Maître Martin Berry. Maître Martin Berry. Si ma mémoire ne me trahit pas. L'actuel secrétaire exécutif du Comité national du dialogue. Voilà. Je fais référence à lui parce que c'est parmi les grands artisans de l'éducation civique, des programmes même d'instruction civique à l'école. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas un fait nouveau.
Je crois même que c'est du fait de l'incivisme de certains acteurs de l'époque, dont on ne doute pas l'intégrité, les pionniers de l'indépendance. Mais c'est du fait de certains comportements inciviques que nous sommes allés jusqu'à la révolution des 13, 14, 15 août 1963. Il ne faut pas oublier ça. Donc, aussi longtemps que les hommes vivront en société, nous aurons toujours deux classes, deux cercles, le cercle vertueux et le cercle vicieux. Le travail de l'État, c'est de faire en sorte que ce cercle vicieux ne soit pas plus important que le cercle vertueux, de former des cadres vertueux, des cadres avec un esprit patriotique bien poussé, une idée forte de la citoyenneté, de la rigueur de la gestion des affaires publiques et un véritable sens de responsabilité pour soi-même d'abord, pour soi. Parce que lorsque vous parlez des bébés noirs, c'est la conséquence d'un échec au plan social, qui a commencé certainement par l'échec au niveau de l'école. Ça veut dire simplement qu'on n'a pas formé le citoyen à se dire que, quoi que je sois, où que je sois allé à l'école, ou à quelque niveau que je me sois arrêté, je peux être utile pour moi-même. Parce que il me faut demain me marier. Il me faut fonder une famille. Il me faut nourrir la famille. Et pour faire tout ça, je n'ai pas à attendre que quelqu'un me procure cela. Je dois travailler. Et le travail n'a pas de couleur. Nous devons continuer à donner cette formation à l'école pour que l'élève qui grandit sache que s'il arrête sa scolarité en 4e, il a le socle de connaissances qui devrait lui permettre de raisonner comme ça et de se prendre en charge. Que s'il arrête ses études à l'université, en licence, en doctorat, qu'il doit réfléchir sur la moyen de se prendre en charge lui-même, voilà, pour qu'il vive décemment, qu'il forme une famille, qu'il puisse avoir des enfants et qu'il instruise ses enfants. Bref, Donc, il faut indépendant. travailler, qu'il soit indépendant. Comme dit Bernard Bélin Dadier, Il faut qu'il travaille sur l'indépendance. Oui. Il faut qu'il ait travaillé. Oui. Il faut qu'il soit formé à cela. C'est la finalité de l'éducation. Si c'est cette finalité que nous n'avions pas inscrite par le passé dans toutes les lois, il faut qu'elle intègre la loi à venir pour que la personne se sente indépendante et qu'elle n'ait pas à attendre. Mais Monsieur le ministre, ce n'est pas pour vous flatter, hein? Nous vous avons dit tout à l'heure que nous sommes les historiens du présent. Nous côtoyons tout le monde. Nous disions dernièrement au président de l'Assemblée nationale, l'honorable Isidore Nvouba, que nous sommes comme des pipelines. Nous transportons les faits, l'information, comme les pipelines transportent du pétrole. On ne peut pas demander à un pipeline s'il est favorable au ministre Collinet, au ministre Ngakoso ou au ministre Mungala. Ce n'est pas possible. Mais on dit de vous que vous avez la formule simple, directe, quelquefois pédagogique. Et nombreux sont ceux qui apprécient, qui célèbrent la passion que vous mettez dans votre mission. Mais les années passant, nous vous avons suivi, vous singularisez dans la défense et le soutien d'un concept, le dialogue intergénérationnel. Pourquoi et comment? Mais parce que nous en sommes nous-mêmes le fruit. Nous en sommes le fruit du dialogue intergénérationnel, de la gouvernance intergénérationnelle. Je vous ai dit que j'ai été propagandiste de l'UGC. J'ai animé les émissions Téléx de la jeunesse. Mais j'ai donc été encadré par des aînés. Je suis congénère du Mouvement national de pionniers. Voilà. On a peut-être... Le Mouvement national de pionniers, voilà, MNP. Oui, oui, c'est ça. On n'en a pas parlé, le MNP. C'est ça. Avec le camp Auguste Bichindo. C'est mon congénère. Oui. Nous sommes nés la même année. Voilà. On nous faisait réciter ça à l'école. Voilà, j'ai survécu au mouvement. Lui, il est décédé. Mais les idées demeurent. Parlait des commissaires des pionniers. Voilà, les idées demeurent. Donc, depuis le Mouvement national de pionniers, même l'aîné se considérait comme pionnier. Il était pionnier et participiez aux mêmes activités. Vous bénéficiez des mêmes formations d'animation de la jeunesse, d'encadrement de la jeunesse. Ceux qui nous formaient étaient nos camarades à l'époque. Quand nous allons à l'UGC, c'est une école. Vous avez parlé d'Isidore Nvouba, ce monsieur à qui je rends un hommage, que je remercie.
qui m'a repéré. J'étais au lycée Victor Augagneur. À l'époque, ça s'appelait lycée Karl Marx. Mais il me repère, j'étais un élève à l'internat. Et il me repère là, il m'oriente, il accompagne ma vie militante. Lui, il était premier secrétaire de l'UGC du département du Puy-Loup, à l'époque, Puy-Loup et Pointe-Noire. Voilà. Et nous participons à des séminaires de formation. L'UGC qui était donc cette école intergénérationnelle où vous avez des plus jeunes que nous étions côtoyant les grandes personnes. Avec tout le dogmatisme qui y régnait. Peu importe, mais avec toute la formation qu'il y avait derrière ce dogmatisme. Voilà. L'enseignement des valeurs, l'enseignement de l'engagement citoyen, l'enseignement des valeurs de la République à l'époque. Voilà. Donc, et organiser des chantiers vacances, des stages vacances, c'était tout ça la gouvernance intergénérationnelle. Voyez-vous un élève de 4e, il a 15-16 ans, qui doit aller travailler dans une usine, à l'époque Cronenbourg, devenu Brasco aujourd'hui. Il est dans une usine, de jour comme de nuit, en train de travailler avec des vieilles personnes, savoir ce que c'est que la transformation du blé, par exemple, comment on arrive à produire de la bière, qui va travailler à Sosico à l'époque, Silolo, l'usine de ciment. Donc, il y avait déjà cette forme de gouvernance intergénérationnelle qui mettait les jeunes en lien avec les aînés. Mais ça va être brisé en 1990 ou peut-être en 1992 après la conférence nationale. Toutes ces écoles de formation de l'élite, formation informelle de l'élite, avec les colonies de vacances qui y allaient avec les camps de formation, et ça n'existe pas. On a connu aussi la FENAGESCO. Oui, bien sûr, il y a tout ça. Vous voyez la FENAGESCO, mon directeur de cabinet était le président de la FENAGESCO. Adolphe Mbomaba. Adolphe Mbomaba, ouais. Fédération nationale de la jeunesse scolaire, qui était ce lieu de brassage, de formation. Voilà. Donc, là-dedans, au sein de la FENAGESCO, vous avez des jeunes qui travaillaient dans l'enseignement. Pierre-Justin Makosso était responsable de la FENAGESCO alors qu'il était proviseur. Il est dans la même structure avec les jeunes du lycée. Ils animent tous l'organisation. Alors, ce système de brassage disparaît après la conférence nationale. Nous arrivons en 1991, toutes ces organisations sont détruites. Vous le regrettez? Les jeunes sont... Ah oui, je le regrette. Comme dit Anatole France, les changements même les plus souhaités toujours leur mélancolie, oui. Les jeunes sont vite happés, tantôt par les confessions religieuses, tantôt par les partis politiques. Donc, il n'y a plus ce moule de formation intergénérationnelle qui devrait les amener vers une conscience plus citoyenne que ne pouvaient pas leur offrir les partis politiques, forcément, parce que les partis politiques les ont utilisés simplement comme bétail électoral. Ils en avaient besoin pour ériger les barricades. Il n'y a pas eu de formation. Je peux vous dire, j'ai côtoyé les partis politiques, je n'ai plus jamais vu des séminaires de formation politique et idéologique au sein des partis politiques. Il n'y en avait pas. Donc, mais vous avez dit qu'ils pensent à la prochaine élection. Mais ils pensent à la prochaine élection. Et le jeune, pour les partis politiques, ce n'était même pas pour qu'on en fasse un électeur, mais parce que quand vous voyez les résultats des élections, vous vous rendez compte que les jeunes ne votent pas suffisamment. Mais parce qu'ils sont nombreux. Le taux d'abstention, vous le trouvez en milieu juvénile. Donc, les partis politiques ont même failli à leur mission d'encadrement du citoyen en tant qu'électeur. Ils ont besoin juste de ces jeunes pour qu'ils soient nombreux au meeting, sans s'assurer que ces jeunes devraient être des électeurs demain. Et que l'électorat, là, c'est-à-dire le jeune électeur, non pas seulement pour moi, pour que je sois élu, mais pour que lui, il assume son statut de citoyen, qu'il soit fier d'être citoyen et d'avoir participé à l'élection de celui qui devra gouverner les valeurs de la citoyenneté de la République. On n'avait pas. Et c'est pour cette raison que lorsque, effectivement, 97 arrive, le président Denis Sassou Nguesso crée les conditions de résurrection de ces formes d'encadrement. Va avoir lieu en 2001 la conférence générale de la jeunesse, organisée par le ministre André Okombi Salissa. Et il faut lui rendre cet honneur. C'est l'histoire. Ah, mais bien sûr. C'est le ministre André Okombi Salissa qui organise la conférence générale de la jeunesse en 2001 et qui va prendre un certain nombre de lois
dans la loi l'orientation de la jeunesse, envisageant la mise en place d'une plateforme de jeunes de nature à recréer les conditions d'encadrement de la jeunesse au travers de cette plateforme. Malheureusement, la mise en œuvre de cela prenait parce qu'il fallait créer une sorte de Conseil national de la jeunesse qui n'avait pas été mis en place. Et nous participons, d'une manière ou d'une autre, à l'éclosion de ce Conseil national de la jeunesse lorsqu'en 2008, nous lancions à titre privé, à titre citoyen, ce qu'on appelle la concertation pour l'encadrement de la jeunesse, qui nous a permis d'amener les jeunes à parcourir le pays, à briser les préjugés. Parce que vous aviez des enfants à Pointe-Noire qui pensaient que les jeunes de Pointe-Noire étaient brimés, que le bonheur était ailleurs, pas chez eux. Ceux du Kouilou reprochaient à ceux de la cuvette, qui de leur côté reprochaient peut-être à ceux des plateaux ou d'Oyo d'être des privilégiés, alors qu'eux à Bunji ne l'étaient pas. Vous aviez des comportements comme ça. Ceux de la cuvette ouest, ces jeunes, ils sont là, le docteur Ovaga, voilà, ceux de la cuvette ouest qui pensaient être la dernière roue du carrosse, qu'ils étaient totalement enclavés, que personne ne s'occupait d'eux. Et à partir de 2008, nous lançons ce mouvement de concertation pour l'encadrement de la jeunesse en amenant les jeunes à découvrir leur propre pays, allant de département en département, pour se rendre compte qu'au fond, ils avaient les mêmes difficultés. Que pendant que ceux de Pointe-Noire pensaient que le chômage, c'était chez eux, et qu'ailleurs, les gens étaient bien, ils arrivaient bien à découvrir ceux de la cuvette, vivant aussi dans des conditions plus modestes même que les leurs dans certains villages. Qu'il y avait aussi que des habitations précaires. Voilà, l'habitat n'était pas toujours aussi moderne partout comme ils le pensaient. Et on recrée justement la conférence nationale de la jeunesse. On convoque à nouveau la conférence sous effectivement les recommandations de la concertation pour l'encadrement de la jeunesse, hein, il faut le dire. Et bien d'autres initiatives de jeunes, hein, bien d'autres initiatives de jeunes qui remettent au goût du jour les recommandations issues de la conférence de 2001, ce qui amène mon prédécesseur à la jeunesse, le ministre Kimpuni Zakari, à convoquer et organiser, sur instruction du président de la République, la conférence générale de la jeunesse en 2010, qui met en place le Conseil national de la jeunesse. Voilà. Et lorsque nous prenons le Conseil national de la jeunesse, nous mettons en œuvre le dialogue intergénérationnel, la gouvernance intergénérationnelle, en faisant en sorte que ce cadre de brassage de jeunes redevienne le moule de formation et permettre à ce que ces jeunes soient en lien avec leurs aînés, qui leur ont transmis les mécanismes de gestion de la jeunesse à l'époque. Et nous organisions chaque année des rencontres de ce genre avec ceux qui ont dirigé la jeunesse par le passé, les Obapounou, les Okabando Jean-Jules, personnel, les Jean-Pierre Ngombe, et ainsi de suite. C'était Michel Ngakala qui venaient expliquer aux jeunes ce qu'était la jeunesse à l'époque, les programmes de l'époque, ainsi de suite. C'est de là que part le concept de la gouvernance intergénérationnelle et que nous avons simplement voulu porter pour montrer qu'il fallait éviter d'aller vers l'alternance générationnelle que recherchaient les jeunes en 90 qu'ils avaient raté, parce que ceux de 90 voulaient d'une alternance générationnelle, ils l'ont raté parce que les anciens se sont coalisés et ont récupéré le contrôle de l'appareil, ils ont donc raté l'alternance générationnelle. Je dis, si nous reproduisons le débat sur l'alternance générationnelle à la veille de 2015, avec le référendum sur la réforme des institutions, ben les mêmes jeunes risquaient de rater l'alternance, de faire en sorte qu'il n'ait qu'à poursuivre avec la même génération qui aurait simplement changé d'épaule. On a dit qu'à l'ère coloniale, c'était amener le Congolais à s'imprégner de la mission dite civilisatrice, de la civilisation occidentale. On a parlé des réformes de 1961, on a parlé de la nationalisation de l'enseignement en 1965, on a parlé des colloques sur l'enseignement de 1969 et 1970, on a parlé de l'école peu avant et après la conférence nationale souveraine, on parle de l'école aujourd'hui. Ça se résume à un seul mot, réforme. Vous êtes ministre de l'enseignement, nous vous suivons chaque fois que vous intervenez sur les médias ou ailleurs, nous vous suivons. Le mot réforme est votre leitmotiv. Machiavel dit dans Le Prince qu'il n'y a rien de plus difficile à réaliser
ni d'entreprise plus redoutable que de vouloir initier un nouvel ordre des choses. Car le réformateur a comme ennemi tous les tenants de l'ordre ancien et tous ceux qui profitent du statu quo. Vous heurtez-vous à cette réalité dans la mise en œuvre des réformes? Oui et non. Oui, parce que les réticences viennent de ceux qui ne comprennent pas toujours ce qu'on est en train de faire. Pas l'élite. Bien sûr, bien sûr. Non, parce que, en termes de réforme, nous poursuivons quelque chose qui a déjà été commencé. Qu'est-ce que je peux inventer aujourd'hui qui n'a pas été déjà envisagé, même si ça n'a pas été exécuté, mais envisagé par les anciens? Rien. Il suffit de repartir. Dans nos ministères, vous avez toute la paperasse, elle existe. Des projets d'arrêtés, des décrets, et ainsi de suite. Notre travail a simplement consisté à consulter cela. Le premier combat lorsque nous arrivons comme ministre de l'Enseignement était de revaloriser l'enseignement public et de lutter contre la fraude scolaire. Parce qu'il continuait à se développer un incivisme en milieu scolaire tel qu'on avait l'impression que s'il fallait laisser les choses continuer comme ça, l'école congolaise n'aura plus aucune valeur aux yeux de nos partenaires qui sont avec nous dans le pays. N'oublions pas que nos élèves, après le baccalauréat, ils cherchent à aller à l'étranger. Ces pays étrangers qui les accueillent ont des chancelleries ici. Ces chancelleries, si elles réalisent qu'il y a dans ce pays des mécanismes frauduleux de passage, d'obtention, elles écriront à leurs établissements, à leurs universités, pour que ces établissements, ces universités n'accueillent plus nos enfants. Heureusement, vous travaillez à enrayer tout cela. C'était ça le premier combat. Il fallait tout faire pour rendre crédibles les diplômes congolais, rendre crédible le système scolaire congolais. Et on a commencé à constater qu'il y avait déjà beaucoup de dérapages au niveau de l'enseignement privé. On a commencé à frapper de ce côté. On a frappé. Il fallait valoriser l'enseignement public. Si tant est que l'intérêt des Congolais pour l'enseignement public tenait à la qualité des infrastructures, eh bien nous aussi, on avait commencé par prendre l'option de repeindre au moins nos bâtiments chaque année. Voilà, tant qu'on pouvait. Repeignant les bâtiments, donnant de l'éclat à ces établissements, concevant de nouvelles infrastructures qui soient en compétition loyale avec les infrastructures du privé. Et là, on a commencé à se rendre compte que finalement, le privé n'avait pas meilleure infrastructure parce que soit ils avaient de beaux bâtiments, mais ils n'avaient pas d'aire de jeu. Nous, on pouvait avoir des bâtiments vieillis, mais on avait des aires de jeu, la récréation pour les enfants, le sport pour les enfants. Même les écoles que nous avons remises à la disposition de nos partenaires du privé, au travers des confessions religieuses. Les animateurs de ces écoles se sont permis à sacrifier la cour de récréation de l'école pour transformer cet espace en soute de quincaillerie qui est à la disposition des commerçants. Voilà ce à quoi nous nous opposons de façon farouche. Nous disions qu'il nous fallait remporter la bataille dans le cadre d'une compétition loyale avec nos partenaires du privé, la bataille de la place de l'école publique dans le système éducatif. Et je crois que nous sommes en train de remporter cette bataille, y compris même en termes de résultats d'examen. Les résultats de ces 5 dernières années aux examens d'État nous montrent que c'est l'école publique qui est en train de remporter les meilleures médailles. Voilà. Donc ça, c'était déjà un pari gagné. Et forcez-vous donc de mettre l'école privée au diapason. C'est ce que nous sommes en train de faire, en encourageant et en accordant les agréments aux écoles privées qui réunissent les critères. En prenant aussi des mesures coercitives à l'encontre de ceux qui ne respectent pas la norme. À qui on refuse les agréments ou dont on ferme les établissements. Monsieur le ministre, nous voyons les librairies et bibliothèques de la place, et même de tout le Congo ou d'ailleurs, peuplées de vos ouvrages. Vous avez par exemple écrit Le régime consensualiste dans la Constitution congolaise du 25 octobre 2015, commenté article par article, avec la préface de Jean Girardin.
Et dans ce livre, si nous ne nous trompons pas, vous jetez un regard sur les valeurs traditionnelles bantoues et la pratique universelle de la démocratie. Vous avez aussi écrit Le génocide en droit à l'épreuve du génocide de l'émotion, cas de la République du Congo. C'est ce livre. Vous avez écrit un troisième ouvrage, parmi tant d'autres, hein, nous en oublions forcément. Nous allons d'abord nous attarder sur ces deux ouvrages. Celui-ci et celui-là. Un commentaire, Monsieur le ministre. Non, j'essaie d'être comme vous. Vous avez dit que vous êtes l'historien du présent, c'est ça, non? Oui. Voilà. J'ai inscrit mon action dans le compte rendu, dans le témoignage. Sans être historien, je sais simplement de restituer au présent une partie de l'histoire que nous avons trouvée dans le pays pour que ça serve de repère aux générations futures. Parce que si nous ne restituions pas les choses d'un passé récent, ceux qui les vivront dans un avenir lointain ne sauront pas ce qui s'est passé. Et c'est pour cette raison que nous invitons toujours nos congénères à restituer. Ça peut paraître prétentieux, mais c'est pour que ça serve de repère aux générations futures, parce que la culture de l'oralité qui est la nôtre ne va toujours pas exister ad vitam aeternam au point de renseigner utilement les générations qui vont nous succéder. Verba volant scripta manent. Voilà, c'est ça. Les paroles Son s'envolent, vol, les écrits restent. Vos écrits resteront, y compris ceux relatifs à la vie du Parti congolais du travail. Ah, mais bien sûr. Tout à l'heure, vous avez dit que si les politiques entre 1992 et 1997 avaient bien géré leur alliance, on éviterait quand même certains dérapages qui sont intervenus et qui ont mis à mal l'école congolaise. Et vous avez écrit ici un livre intitulé « Parti congolais du travail, le jubilé, connaître son parti pour mieux le servir ». C'est sûr qu'en passant aussi, vous avez dit quelques mots sur cet épisode qui a mis à mal l'école congolaise. Concrètement, qu'est-ce que vous dites dans ce livre? N'éludez pas aussi la partie relative à ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire la responsabilité du PCT et de l'UPADS dans la déliquescence du système éducatif congolais. Que du PCT et de l'UPADS, du RDPS, du MCDDI, c'est-à-dire des partis politiques à ce moment-là, voilà, qui ont beaucoup plus recherché la conquête ou la conservation du pouvoir, plus que la formation de l'élite aux valeurs républicaines. C'est-à-dire tous les acteurs politiques et tous les partis politiques à l'époque, qui ont recherché simplement plus la conquête du pouvoir que la formation de l'élite aux valeurs républicaines, aux valeurs citoyennes. À preuve. Et même cette conquête du pouvoir, ils ne l'ont pas recherché en équipe, ils l'ont recherché en solo, à en juger la prolifération des partis politiques. Chacun se disant qu'il faut plutôt, pour que je puisse compter demain, que je crée mon propre parti politique. Et j'affiche. Parfois sur le lit de la parenté biologique. La parenté biologique. Il a simplement besoin, il n'a même pas besoin de se convaincre de ce que son épouse et ses enfants font partie de son parti. Non. Il a juste besoin d'afficher le nom. Voilà. L'ancrage national était le cadet de ses soucis. Il n'y a rien. Il est convaincu qu'il est seul dans son parti. Mais il sait qu'au ministère de l'Intérieur, son parti est enregistré et on va dire tel parti. Qui est derrière? C'est qui le leader de ce parti? Ben, c'est moi. De sorte que lorsqu'il s'agira de la composition d'un gouvernement demain, on me verra moi. On n'a pas cherché à savoir qui est derrière moi. Voilà. C'était donc une sorte d'affichage. Un vrai tort causé au pays. Voilà. Hein. C'était un transfert de son physique, de son nom, en logo. De sorte que derrière le logo, on utilise moi qui veut être dirigeant. Mais comment je vais faire pour que mon nom soit connu là-bas, pour que mon physique soit identifié là-bas? Je vais transformer mon nom et mon clan en un logo. C'est l'enseigne que je vais vendre, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des milliers de partis politiques pour une population qui, à l'époque, n'avoisinait même pas 3 millions d'habitants. Voilà. Donc, le Parti congolais du travail est celui qui aura passé le plus de temps en vie, parce qu'il est né en 69 et il était en train de célébrer son cinquantenaire en 2019. Ce livre consistait simplement à rappeler toutes les péripéties, les étapes par lesquelles le Parti congolais du travail est passé, et répondait à certaines accusations qui lui sont faites sur sa gestion.
Voilà. Accusations qui sont faites par des amis qui étaient membres du Parti congolais du travail aussi et qui pensaient qu'il suffisait de changer d'habit pour passer pour un homme sale à un homme propre, même quand on ne sait pas laver. Voilà, voilà. Quelqu'un qui a transpiré, il a sué, il se dit non. Il ne pense pas être sale, lui aussi. C'est-à-dire un cafard qui se couvre de poudre. De poudre, voilà. Il oublie que le coq le découvre toujours. Mais lui, c'est même pire que le cafard. Il pense qu'il suffit que j'aille chez moi, j'ouvre ma garde-robe, je change de chemise, je change de costume, et personne ne verra ma sueur. Personne ne saura que j'ai transpiré. Et je pourrais paraître maintenant comme un homme neuf, comme un homme propre. Voilà. C'est ce que vous dites dans ce livre. Non, je n'ai pas besoin de les stigmatiser de cette manière. Mais j'ai simplement rappelé tous les acteurs qui ont dirigé les instances du Parti congolais du travail à certaines époques, à certaines périodes, et les amener à comparer leur discours sur la gestion du Parti congolais du travail en 50 ans, à le ramener à l'époque pendant laquelle eux aussi ils étaient là, et qu'ils se posent donc la question, au fond, de qui s'agit-il? Mais parce que le parti dirigeant l'État, c'est le Parti congolais du travail par le biais du comité central qui définissait la ligne économique. Si moi, aujourd'hui, membre de tel parti ou fils d'un membre de tel parti, je dois attaquer la gestion du Parti congolais du travail en 50 ans, il faut que je me rappelle qu'à telle période, mon père, biologique ou spirituel ou politique, mon oncle ou moi-même, je faisais partie... Monsieur le ministre, nous vous laissons conclure cet entretien, mais nous souhaitons que vous insistiez sur les différentes politiques mises en œuvre dans le secteur de l'enseignement depuis l'indépendance, ainsi que sur les stratégies et les moyens déployés par les pouvoirs publics en vue de leur mise en œuvre. Bon, les stratégies mises en œuvre par les pouvoirs publics pour le système éducatif, nous les avons rappelées au travers des lois qui ont été prises et chacune avec sa finalité. Les politiques publiques, oui, mises en œuvre, nous sommes partis de l'obligation scolaire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Nous sommes passés à l'école laïque avec la nationalisation. Nous avons opté pour l'adéquation formation-emploi avec la loi 1980, avec l'école du peuple. Nous avons œuvré pour l'éducation pour tous avec la loi de 1990, qui a été renforcée par la loi de 1995, avec la libéralisation de l'enseignement, l'ouverture de l'enseignement au privé. Nous avons envisagé désormais l'apprentissage tout au long de la vie, en faisant un lien entre la formation de l'enfant, quel que soit le niveau auquel il va arrêter sa formation scolaire, et son rôle dans la société. C'est ce qui fait l'objet de la loi en réflexion aujourd'hui, la loi scolaire qui devra venir à la suite de la loi de 1995. Donc, cette école du développement durable que prend le président Denis Sassou Nguesso, qui voudrait que notre jeunesse soit formée aux défis du monde actuel avec tous les établissements d'excellence qui sont en train d'être mis en chantier. Ce que nous devons dire, 60 ans, oui, ça a été un long parcours. Mais nous avons les 60 prochaines années. Les 60 prochaines années qui doivent s'asseoir sur des valeurs républicaines. La première valeur républicaine, c'est le travail. J'aurais pu dire l'unité, mais on peut dire que le combat de l'unité est en train d'être gagné. Quoi que l'on dise, n'oublions pas cela. Est en train d'être gagné déjà par ce maillage de notre pays en infrastructure de base, avec cette politique très audacieuse mise en œuvre par le président Denis Sassou Nguesso. 60 ans en 60 minutes. Comment avez-vous trouvé le concept 60 ans, 60 minutes? Très évocateur et très futuriste, mais surtout très tendancieux. Oui, tendancieux parce que on ne saurait quand même évoquer en 60 minutes seulement 60 années de parcours. Merci. Monsieur le ministre.